Route qui servait autrefois aux contrebandiers. Aujourd'hui, c'est le passage secret des moulélistes pour se rendre au front, dans la plaine de la Rouzizi. Nous y avons rencontré Michel Marinos, un grec de 48 ans. C'est un conseiller mouléliste, un ami intime de Gaston Soumiello. Depuis le début de la rébellion, il a choisi le camp des Simba. Il se dit nationaliste au même titre que les Simba. Il parle en Simba et pourtant, c'est un Européen. On dit que dans l'armée mouléliste, vous avez le grade de colonel. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais porté de grade là-bas. J'étais un véritable camarade pour eux. En avril 64, j'ai eu la visite de Gaston Soumiallo, un ami que je connaissais déjà du Congo. Il est venu me voir, me demander comment étais-je arrivé au Zumbura et si j'étais éventuellement disposé à l'aider dans son action. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait. Et vous l'avez aidé de quelle manière? Je l'ai aidé un peu au point de vue économique et matériel. Alors, il m'a demandé de venir me rendre compte de visu de ce qui se passait en la plaine de la Rouzizi, au point de vue technique. Je lui ai dit que je n'étais pas qualifié au point de vue militaire, mais que je pourrais malgré tout, n'est-ce pas, lui donner des conseils. Quels conseils? Des conseils au point de vue tenue de discipline des jeunesses, des Simba, armement, tactique de combat et tout. Vous avez combattu? Moi, personnellement, non, mais j'ai assisté à des combats. En somme, vous leur avez donné de très bons conseils. Des conseils de modération. Je suppose, oui. Ils vous écoutaient? Ils les écoutaient superficiellement, et puis, au moment de passer à l'exécution, il y avait toujours comment dirais-je, une hésitation. Pourquoi? Qui n'était pas de la mauvaise foi, mais c'est un peu le caractère des gens de la plaine de la Rouzizi. Ils sont assez passifs. Ça vous déçoit un peu? Ben, non, ça ne me déçoit pas, puisque je suis encore toujours prêt, n'est-ce pas, à les aider. Vous avez élaboré des plans, je crois, d'attaque. Aussi, vous avez un peu joué à la tactique militaire. Mais oui, enfin, avec le peu de moyens que nous disposions, il fallait essayer d'en tirer le maximum de profit. J'ai réuni mes amis, le colonel Bidarira, le colonel Rwangumba, le président Lukieba et d'autres copains qui étaient là. Et je dis, pour réussir une attaque, il faut quand même élaborer un plan au préalable. Et nous avons fait un plan que voici par exemple. C'est donc un fameux plan que vous avez conçu, un plan d'attaque. Oui, moi avec mes camarades de front, n'est-ce pas? Et il a été suivi en partie. Les archers n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de suivre. Les gens avec des fusils, n'est-ce pas, ayant une avance, n'est-ce pas, d'1 kilomètre. Mais l'attaque a réussi. C'est un peu votre œuvre, alors, cette attaque? Ben, si vous voulez. Est-ce que vous avez fait de l'action psychologique, si on peut appeler ça ainsi? Et je ne comprends pas votre question. Une action psychologique, une action de propagande, leur expliquer le sens de leur combat? Ben, certainement. Il y a des années, n'est-ce pas, que je leur parle. Vous êtes le mumbiste? 100%. À Stanleyville, j'étais considéré comme étant plus le mumbiste que le Mumba lui-même. Le moulinisme, ça vous paraît être la solution au problème africain? Pas absolument, seulement, de toute façon, la solution, ce n'est pas le tchombisme. De toute façon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes anti-belge aussi? Non. Les gens le croient. Ce n'est pas vrai. Au contraire, je suis pro-belge. Je l'ai d'ailleurs prouvé au Congo malgré la situation. On dit cependant que c'est vous qui avez suggéré d'utiliser les otages européens pour monnayer ces otages contre, par exemple, la cessation des bombardements. Mais ça n'a rien à voir avec ma sympathie ou mon antipathie envers les Belges. Je crois que les otages, c'est un système que dans toute guerre sert à quelque chose. Vous avez des enfants? J'ai 2 petits-enfants ici à Uzumbura, un grand-fils à Stanleyville, tous les 3 des mulâtres. Que fait-il votre fils à Stanleyville? Vous l'avez plus vu? Je ne l'ai plus vu depuis 4 ans. Moi, j'étais très inquiet du sort de mon fils
ayant appris que tous les mulâtres étaient tués, soit par l'ANC, soit par les moulélistes. Mais il y a quelque temps, j'ai appris qu'il était capitaine des Simba et qu'il tenait le maquis. Ça m'a fait plaisir, dois-je dire, parce qu'il n'a jamais voulu s'occuper de la question indépendance. Vous êtes ce qu'on appelle un Simba. Oui, je suis Simba. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans, 20 ans tout juste. tout juste. Et quels étaient les chefs des Simba? Est-ce qu'il y avait des officiers? Est-ce qu'il y avait des chefs de groupe, de patrouille, de section? Il y avait des chefs de section, des chefs de groupe, et il y avait aussi des colonels. Et qui étaient les chefs? Est-ce qu'ils étaient choisis, élus? Oui, les chefs étaient élus par le groupe, choisi par les Simba. Alors, ce groupe-là choisissait leur chef, qui était colonel, ou bien qui était chef de groupe seulement. Et qui étaient les chefs? Des spécialistes? Des spécialistes qui savent se servir mieux à l'arme, servir mieux de l'arme qu'ils emploient. C'est ça. C'est des gens des Simba qui avaient appris à se servir des armes à l'étranger. Oui, ce sont ces gens qui à l'étranger sont allés se renseigner pour savoir se servir de l'arme. Et où ça à l'étranger? À l'étranger, chez les Chinois, ou bien à Moscou. C'est ça. Et alors cela commandait les Simba. Oui, c'est là commandé les Simba. Il semblait connaître la tactique de la guerre de guérilla. Oui, il savait connaître l'attaque, oui. Et il vous apprenait les embuscades, comment il fallait faire. Oui, on apprenait là, dès l'arrivée. Et qu'est-ce que vous avez appris? Comment fait-on une embuscade? Une embuscade, on se réveillait à 5 heures, oui, à 5 heures du soir. Et puis on allait dans une forêt. On attendait que les soldats passent et on retombait dessus, à l'improviste. Donc vous n'attaquiez que la nuit de toute façon. Oui, nous n'attaquons que la nuit, à cause des avions. C'est ça. Donc vous attendiez que les avions ne puissent plus décoller pendant la journée. Et alors c'était votre... Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, vers 7 heures, on s'est organisé pour l'attaque. Et puis, à 9 heures, on a commencé l'attaque. Ce qui a fait plusieurs morts de la part des soldats, du côté des soldats. C'est ça. Et vous aviez quel genre d'armes? Des armes automatiques, des mortiers, des grenades? Nous avions des grenades, des mortiers, des phares, des FN et des Mauser automatiques. Mais d'où viennent toutes ces armes-là? Quelques-uns viennent des soldats qui les ont laissés à Ouvira. Et les autres, ce sont des soldats qui sont morts, qu'on prenait les armes et on s'en servait. C'est ça. Il n'y avait pas d'autres ressources pour avoir des armes. Il n'y avait pas de... Les Simba n'achetaient pas d'armes, en fait. C'était toutes des armes récupérées. Oui, ce sont des armes récupérées, mais il arrivait qu'on voyait des armes qu'on ne savait pas d'où ça vient. Ah bon? Des armes quoi? Russes, tchèques ou chinoises? Des armes automatiques. Oui, mais de quelle marque et de quel pays? On limait la marque pour qu'on ne sache pas d'où ça venait. Ah bon, mais qui limait la marque? On ne sait pas, on voyait seulement des armes comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des soldats de l'armée nationale? L'armée nationale, ce sont des types qui sont payés seulement et qui se battent pour l'argent. Tandis que nous battions pour libérer le Congo de ces Américains, de ces Belges qui aidaient les soldats à tuer la population. Vous avez combattu les mercenaires? Oui, nous avons combattu les mercenaires. Qu'est-ce que vous pensez des mercenaires? Oui, les mercenaires savent se battre, mais ils croient qu'on ne pourrait pas les retirer dessus parce qu'ils croient que nous ne savons pas nous servir des armes. Alors il y avait plusieurs personnes qui sont mortes, notamment un camion des Onisiens. Les Onisiens? Oui, les Onisiens étaient là. Ils étaient à 21. Et les autres étaient en avion. Il a été abattu, tout près de Camagnola. Vous avez tué des mercenaires, vous? Oui, j'ai vu pendre un blanc, un mercenaire blanc. Le type se croyait plus invulnérable que ceux qui avaient réussi le Maï Mouléré. Il est venu en connaisseur, il conduisait une jeep, et puis il a laissé ses copains, je ne sais pas où, et puis à un moment donné, nous l'avions, quand l'endroit où nous étions assis, nous avons vu arriver ce monsieur, il s'est arrêté, il est sorti de la jeep, alors nous l'avons pris. Alors il avait ses papiers de paracommando. Et puis on l'a pris, on
on l'a arraché, on l'a comment dire? Vous l'avez lié. Oui, on l'a lié. Et puis, dans la soirée, les avions se sont amenés. Ils ont commencé à bombarder. Alors nous l'avons pendu sur un arbre. Alors, Parce que les avions étaient arrivés. parce que les avions sont arrivés. Sinon, il aurait été fait prisonnier à Ouvira. Avec les autres, avec des pères, avec des sœurs, ces types qui étaient à Ouvira. Ces otages, c'était vraiment des otages ou bien est-ce qu'on avait l'intention de les tuer? C'était des otages. C'était des types, ils étaient des contre-avions, je crois. C'est ça, donc... Pour nous, ils étaient des contre-avions. Alors quand on les menaçait, il n'y avait plus de bombardement. Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre qui voulait que vous protégiez les Blancs, que vous ne les tuiez pas? Oui, ils avaient des gardes du corps. On avait mis ici, autour de la maison des soldats avec des fusils, des jeunesses donc. Mais est-ce que les ordres étaient de ne pas tuer les Européens? L'ordre était de ne pas tuer les Européens jusqu'à ce qu'on bombardait Ouvira. Alors du bombardement d'Ouvira, on devait tuer tous les Blancs. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce que on a fait une attaque surprise. C'est ce qui les a sauvés. Sinon, ils auraient été exécutés. Et vous-même, personnellement, est-ce que vous auriez exécuté des Européens? Oui, je les aurais exécutés parce que, vu comment on nous bombardait, c'était comme on tue des bêtes sauvages. Ce n'était pas comment on abattait les hommes. Et ceux qui avaient été en Chine ou bien à Moscou, qu'est-ce qu'ils racontaient? Est-ce qu'ils racontaient d'autres choses? Oui, ils nous racontaient comment on étudie, ils nous racontaient comment on doit savoir manier une arme, qu'ils étudient même pendant la nuit comment tirer, comment on conduit une tank, comment on doit viser un type qui court, ou bien comment on peut se cacher, des choses comme ça. Et pour la doctrine, qu'est-ce qu'ils vous expliquaient? Ils nous expliquaient que les Chinois n'ont pas la même doctrine que les Belges. Là, ils sont libres, ils sont contents. Enfin, ils font ce qu'ils veulent sans nuire aux autres. Tandis que si tout est mécanisé, je dis. Alors, on n'est pas libre ici. Et il disait qu'il fallait une solution chinoise au Congo, ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Que c'était mieux d'avoir des conseillers chinois que des Belges. Il préférait les Chinois. Il préférait les Chinois, mais... Oui, il préférait les Chinois. Et vous, par exemple? Moi, je ne connais pas les Chinois pour préférer des Belges, mais je préfère quelques Belges et quelques Chinois, moi. Je crois que ça ira. Moitié-moitié. Moitié-moitié, je crois que ça fait l'affaire. Vous croyez que les moulélistes vont gagner? Oui, les moulélistes vont gagner quand les soldats belges ne s'y mêleront plus, ou bien les Américains. Surtout les Américains, quand ils foutront le camp avec leurs avions et tous les matériels. Alors à ce moment-là, les moulélistes pourront gagner la guerre. À ce moment-là, les moulélistes gagneront même le Congo entier.